Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien qui tente d'établir la bande originale de son invité, son score. Et dans le palmarès tout perso des comédiennes qui m'ont le plus fait pleurer, avec du bruit, le nez rouge et tout ce qui s'ensuit, elle est très très haut placée. Des roseaux sauvages à Je verrai toujours vos visages, en passant par La vie rêvée des anges, Après lui, Pupille, L'amour ouf, de l'émotion et beaucoup de joie aussi, avec Brice de Nice, Seul tout, Réalité, OVNI. Ne vous fiez pas à son apparente douceur, elle peut casser des gueules et autres membres aussi si besoin. Démonstration faite dans la série Alias, des compétences dont on se dit qu'elles eurent été utiles dans le film qui l'amène aujourd'hui. Un thriller signé Anne Lenny, Dis-moi juste que tu m'aimes, ce n'est pas une supplique mais le titre. Bonjour Élodie Bouchez. Et merci beaucoup de passer par ce studio. Le film sera dans les salles demain. Comment est-ce qu'on se sent à J-1 ? Un peu fatiguée. Ouais. Parce que voilà, on communique, on parle beaucoup sur le film et à propos du film. Et puis, moi, je me sens jamais trop anxieuse parce que, voilà, c'est comme si on offrait le bébé, en fait, au public. Maintenant, nous, on a fait le travail avec notre cœur et puis maintenant, on l'offre, oui. C'est ça. Et puisqu'on parle d'échéance, et après on arrête avec les trucs désagréables, et que je ne l'ai pas mentionné dans ce rapide portrait, 5e nomination au César cette année, déjà meilleur espoir et meilleure actrice dans votre palmarès. Possibilité d'être sacrée second rôle féminin pour L'amour ouf. Je récidive avec cette question. Comment est-ce que je me sens à J-10 cette fois ? Ah c'est super. Non, c'est très joyeux. C'est vraiment réjouissant. C'est que du bonus. J'ai envie de dire. Moi, j'ai pas du tout ni d'attente, ni d'anxiété, ni de déception au cas où rien ne se passe. C'est juste chouette. Il y a une question rituelle dans cette émission. Je vous la soumets tout de suite. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours ? La musique, elle a toujours eu une grande place dans ma vie chez moi, depuis que je suis toute petite, d'abord avec mes parents qui écoutaient beaucoup de musique, des disques, des vinyles bien sûr, et puis moi qui ai besoin de la musique pour me réveiller le matin. Alors récemment, je me suis remise parce que j'ai un petit poste. Parce que j'ai beaucoup de mal avec les nouvelles technologies et l'absence de simplicité et d'intuitivité, je trouve, qu'offre et qu'imposent les nouvelles technologies. Écouter sa musique via le iPhone, une box qui marche pas, si l'internet marche pas bien et tout, ça m'énerve au plus haut point. Donc ça y est, je suis revenue au vinyle et un poste de radio et j'écoute beaucoup la radio. Attachée à l'objet. Oui. Ouais. Pour démarrer cette émission, j'ai opté pour Lana Del Rey. On écoute Doing Time. Le score sur Radio Nova. Nova. Doing Time, c'est signé Lana Del Rey, une artiste dont je me demandais si elle pouvait toucher Élodie Bouchez. Est-ce qu'elle fait partie des gens que vous écoutez ? Oui, j'aime beaucoup Lana Del Rey. Alors c'est marrant parce qu'un jour, il y a longtemps, je disais à une copine que j'aimais beaucoup Lana Del Rey, une copine américaine, et elle me disait oui, mais on a l'impression qu'elle pleurniche. Je sais plus quel était le mot en anglais, mais qu'elle pleurniche. Mais moi, je sais pas, j'aime bien son côté très lancinant comme ça. Ouais, éthéré un peu aussi. On parle aujourd'hui de Dis-moi juste que tu m'aimes, le film d'Anne Lenny qui sera dans les salles demain. Vous y êtes mari, en couple, heureux, je précise, avec Julien, qui est joué par Omar Sy. Mais voilà, revient après des années d'exil, Anaël, le premier amour de Julien, elle a les traits de Vanessa Paradis, ce qui met Marie dans un état d'inquiétude dont on ne saurait dire s'il est rationnel. Et c'est à ce moment qu'arrive José Garcia dans la peau de Thomas Radiguet. Dis-moi que tu n'es pas uniquement là pour te venger de ton mari. T'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Peut-être même la plus belle femme du monde. Mais ce type, là, c'est pas un peu ton supérieur hiérarchique ? Il est incroyablement attentionné. T'es amoureuse ? En
va à mon hôtel, j'ai pris les mêmes jambes que la dernière fois. Ah mais dommage, je peux pas. Je dois retrouver ma famille au cinéma. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais curieux de te voir en famille, c'est tout. Thomas, s'il te plaît, me fais pas ça. Cette requête, qui donne son titre au film, Dis-moi juste que tu m'aimes, pourrait en réalité être prononcée par chacun des protagonistes. Oui, tout à fait. En fait, chacun des quatre est traversé à ce moment-là de sa vie, le moment du film, par des sentiments, des émotions et tous se répondent finalement et se renvoient cette question. Un besoin impérieux de se sentir aimé les amène tous dans une situation de danger, alors certes à des degrés différents. Et Marie, votre personnage, sous des dehors de femme insecure, comme on dirait en anglais, se montre extrêmement combative. Même si elle est entourée d'hommes qui la voient un peu comme une demoiselle en détresse, elle n'est pas si fragile que ça. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez abordée aussi ? Oui, en tout cas, c'est comme ça que c'est une des premières choses qu'Anne Leni, la réalisatrice, m'a dit à propos de ce personnage, et ça lui tenait vraiment à cœur et ça l'intéressait, et de fait moi aussi, de montrer un personnage. Elle le décrit comme un roseau en fait, qui peut plier, être mise complètement à terre, mais réussir malgré tout à se relever et à ne pas casser et à trouver de la ressource. Donc c'est comme ça c'était vraiment un point important pour elle, que ce personnage ne soit pas une victime ou un être faible. Alors elle se voit effectivement, on sent que c'est quelqu'un qui est pas sûr d'elle et qui s'est construit sur une idée qui n'est pas forcément juste. Ouais. L'idée étant que peut-être son mari garde très fort dans son cœur la trace de l'amour de son ancien amour, du personnage de Vanessa. Mais voilà, oui, c'est un personnage qui a plein de nuances comme ça. On est clairement dans un registre de suspense, un thriller domestique, comme le dit Anne Leni, j'aime beaucoup l'expression. C'est pas votre première incursion dans ce genre spécifique. Quel plaisir de comédienne est-ce que c'est ? C'est vrai que c'est assez agréable de créer de la tension à travers dans le jeu et à travers la mise en scène, de pouvoir être se faire balader comme ça et d'être au cœur d'une tension. C'est assez réjouissant, oui, à faire. Les deux autres côtés opposés de ce triangle amoureux sont donc incarnés par José Garcia Omar Sy. Je crois que c'est la première fois que vous jouez ensemble. Comment s'est passée cette colloque ? Vraiment super. C'était José et Omar avaient joué, avaient tourné 2 films ensemble déjà, mais aucun de nous 4, sinon on avait joué les uns avec les autres. Et je crois que sur ce film, chacun n'était pas complètement dans sa zone de confort. Ouais. Et on avait tous envie de bien faire, de satisfaire notre réalisatrice et son récit. Et donc tout le monde était assez concentré et assez sérieux, et en même temps il y avait énormément de gentillesse, de bienveillance, de moments super. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des colloques, oui, comme vous dites, ou des collègues, ou des partenaires aussi charmants. Alors, quant à Vanessa Paradis, si je l'ai mis de côté de ce triangle, c'est parce que vous vous êtes déjà croisés, mais dans des circonstances extra-cinématographiques, si j'ai bien compris. Oui, Vanessa, on s'est souvent croisés depuis très très longtemps, quand on était très jeunes, quand on était plutôt ados. Et puis après, pareil, on n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble. Et après, on s'est rencontrés par ailleurs. Et on est devenus amis par ailleurs. Et là, c'est la première fois qu'on se retrouve sur un projet ensemble. À suivre, on poursuit en musique. On écoutera Ouh là là, si j'arrive à dire le nom, c'est mieux. À suivre, on poursuit en musique. On écoutera Lauryn Hill, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie d'Élodie Bouchaz sur Nova, Lauryn Hill, X Factor, puisque dans le film, c'est le retour de l'ex-aimée, Vanessa Paradis, qui est le point de départ du trouble. Et Lauryn Hill, parce que je crois que vous l'aimez beaucoup. Oui,
J'adore cet album. Enfin, c'est vraiment un grand, grand album. Il m'évoque plein de choses, il me rappelle plein de souvenirs et je m'en lasse pas, vraiment. Est-ce que vous établissez des playlists de personnages musicales ? Non, Jamais. Pas du tout. Par contre, là, j'étais au Théâtre de la Ville jusqu'à vendredi dernier dans Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et c'est vrai que avant de rentrer sur scène, j'ai souvent mes écouteurs et j'ai une playlist dite théâtre. Ouais. Avec des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je vais jouer, mais c'est des morceaux qui me donnent des impulsions en fait. Donc là, par exemple, ça change en fonction des pièces, mais là, avant de rentrer, quelques secondes avant de rentrer sur scène, pour ces représentations que je viens de terminer, là j'avais le morceau de Billie Eilish, Bird of a Feather. Ouais. Et je sais pas, ou alors j'ai les Strokes, enfin quelque chose qui me donne une impulsion. Mais une affaire de rythme ou une affaire de mood, enfin d'humeur ? Pas de mood justement, plutôt d'élan, je dirais. Et puis parfois aussi en coulisses, quand j'ai du temps, j'écoute un autre morceau. C'est comme si c'était une énergie vitale que m'apporte la musique à ce moment-là et qui me permet de repartir sur scène chargée. Dis-moi juste que tu m'aimes, c'est le film d'Anne Lenny qui sera dans les salles demain. Ce qui est très agréable dans le film, c'est qu'il n'y a pas de jugement sur les personnages. Ils semblent tous répondre à une forme de logique amoureuse. J'ai même entendu José Garcia défendre son personnage. Et je me suis demandé de quoi vous avez besoin, vous, pour vous emparer d'un rôle, d'un minimum d'empathie ? Alors c'est vrai que on m'a pas souvent donné à jouer des personnages antipathiques. Ouais. C'est vrai que l'empathie, c'est quelque chose que je connais bien, qui me caractérise quand même. Après, je pense que c'est aussi... Je parle pas en termes de qualité, bien sûr, mais plus en termes de regard qu'on pose sur les autres, sur le monde, voilà. Et mais c'est vrai que ce que vous dites par rapport au jugement moral, c'est assez intéressant aussi, et notamment dans une histoire où il est a priori question d'adultère. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas du tout la question morale, en fait. Je préfère m'attacher aux circonstances, à ce qui traverse les personnages et chacun de nous dans la vie, en fait, et ce qui nous mène sur des chemins, en fait. Et c'est vrai que Omar disait un soir, là, quand on a présenté le film, lors d'une avant-première, que selon lui, le film défendait des valeurs qui lui tenaient à cœur. Ouais. Et ça peut paraître spécial dans un film qui traite justement de l'adultère, mais je comprends tout à fait ce qu'il dit et je comprends où il veut en venir, parce que ce qu'on dévoile pas trop là, mais malgré tout, le cœur du film aussi, c'est comment un couple va renaître et va avoir une nouvelle impulsion face à une situation comme l'adultère. Et comment un couple va devenir une équipe pour transformer l'essai, quoi. Bah oui, justement, parce que le film met en scène un couple à un moment qui pourrait être sans enjeu dramatique. C'est pas ce qu'on montre le plus souvent au cinéma, le moment où, a priori, tout roule jusqu'à l'arrivée de l'accident, mais c'est pas... On montre souvent les couples en début d'histoire ou en toute fin d'histoire, jamais au fil du quotidien. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a plu ? Oui, le film est habité aussi de cette ce qu'on appelle la routine, de la simplicité finalement d'une vie de famille. Et malgré tout, on sait que voilà, chacun de nous traverse des choses au milieu de cette vie de famille
où malgré tout, il faut continuer à faire les machines à laver, remplir le frigo, réparer la chaudière et faire face à certaines surprises que la vie nous réserve, quoi. On poursuit en musique. Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Amy Winehouse sur Nova, et je ne vais pas me relancer dans la prononciation du titre, parce que je l'ai déjà à moitié raté, juste avant le lancement. Amy Winehouse, est-ce que c'est une artiste que vous écoutez, Elodie Bouchez ? Oui, beaucoup. C'est, pour moi, c'est comme l'album qu'on évoquait de Lauryn Hill, quoi. C'est des albums qui ont marqué complètement leur temps et leur époque au moment où ils sont sortis et qui vivront forever, je pense. Sensible aux voix féminines, particulièrement ? Je sais pas. Je me suis jamais fait la remarque, mais peut-être, oui. Vous le disiez, vous étiez encore jusqu'à vendredi dernier sur la scène du Théâtre de la Ville pour jouer Le Songe d'une nuit d'été, mis en scène par Emmanuel de Marcy-Motta, avec qui vous aviez déjà collaboré auparavant. Votre partenaire de jeu, Sabrina Ouazani, nous expliquait ici même en quoi jouer du Shakespeare était un rêve pour elle. À quoi est-ce qu'il correspond dans votre imaginaire à vous ? À beaucoup de choses. Déjà, à tout ce à quoi je n'ai pas eu accès, parce que j'ai pas fait d'école de théâtre. Alors, j'ai fait quand même un bac théâtre, mais j'avais un professeur très farfelu qui nous faisait faire tout sauf le programme. Donc, j'ai pas du tout étudié mes classiques. De Shakespeare à Molière, pas du tout. On faisait des choses beaucoup plus révolutionnaires, on va dire. Et donc, avoir la chance d'avoir accès à cette langue et la chance de pouvoir travailler cette langue, c'est génial. En plus, sans beaucoup de références, parce que moi, c'est une pièce que je n'avais pas lue, que je n'avais pas vu jouer. Donc, c'est vrai que ça m'a offert un champ de liberté incroyable. On parlait de la colocation heureuse sur le film d'Anne Lenny. En quoi, enfin si toutefois, la notion de partenaire, de troupe revêt un aspect différent quand on est sur scène ? C'est vrai que là, moi, ça fait 15 ans que je fais partie de cette troupe, de ce collectif du Théâtre de la Ville. C'est le 4e ou 5e spectacle que je fais avec eux. On est très souvent très nombreux sur scène. Là, on est 15, parfois on est 17. C'est une grande découverte pour moi, la troupe. On a aussi énormément voyagé avec les spectacles jusqu'à avant le Covid, dans le monde entier. Donc, c'est une relation au long cours, avec des échanges parfois. Voilà, selon les rôles qu'on tient, on change de partenaire. On a des partenaires plus privilégiés dans certaines pièces. Donc, c'est quelque chose que j'adore, oui. Au cinéma, c'est plus ponctuel. On peut se retrouver parfois, mais on n'aborde pas le travail de la même manière. C'est un muscle différent. Oui, la troupe, on crée déjà des spectacles ensemble, donc on fait sortir de terre un spectacle, une pièce, à partir du texte, bien sûr, mais on l'a fait naître comme si on plante une graine, et puis au bout d'un mois et demi, il y a un spectacle qui est créé. Au cinéma, c'est vraiment une histoire plus de fulgurance, de prise, de choses très fragmentées, bien sûr. Donc c'est un plaisir et une angoisse plus directe. Le cinéma ? Le théâtre ? Une angoisse, non. Non, c'est vraiment une autre temporalité, je dirais. Catégorie arts divers et variés, la danse que vous pratiquez à haute dose, ça aide pour se situer, pour trouver le corps d'un personnage, ou c'est un pur plaisir perso ? Les deux, sans doute. C'est vrai qu'au théâtre, j'induis beaucoup de corps parce que ça m'intéresse, parce que aussi, on est au Théâtre de la Ville, sur ce plateau sublime qui a accueilli tant de danseurs et chorégraphes merveilleux, donc j'en profite un peu, je l'avoue. Mais la danse, c'est aussi pour tous ces moments
entre deux films, entre deux pièces. C'est un lieu de recherche, un lieu d'apprentissage éternel, en fait. Et de discipline ? De discipline, bien sûr. Et puis d'avoir... Moi, j'aime beaucoup la notion de transmission et de maître, en fait. Donc, les maîtres de musique, les maîtres de ballet. En fait, j'ai toujours eu un rapport à mes maîtres de danse, par exemple, très enrichissant. Et j'adore ce rapport-là de quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose, qui va te corriger, qui va te pousser. Et donc, c'est comme un training permanent. On poursuit la conversation juste après Prince, parce que pourquoi pas. Je n'ai pas d'autre lancement que celui-là. Girls and Boys. Le score sur Radio Nova. Girls and Boys sur Nova, et voici ce qu'on appelle une question fermée. Est-il possible de ne pas aimer Prince ? C'est une question que je pose à Élodie Bouchez. Pour moi, non. C'est pas trop possible. C'est le premier concert que j'ai vu. Quelle chance ! Prince. En fait, mes parents, c'était le concert Sign of the Time à Bercy. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais ma mère avait eu par son comité d'entreprise des places. Donc j'avais été voir le concert avec mes parents. Et je crois que c'était ce concert où tout le monde devait s'habiller en orange. Je crois que c'est celui-ci. Et voilà, le choc. Une épiphanie ? Oui. Je peux comprendre. Puisqu'on parle de musique, parlons de chant aussi, puisque vous avez pratiqué. Une écriture soignée et du papier en tête pour vous dire ces quelques mots. Je reviendrai peut-être. C'était dans Guy, le film d'Alex Lutz, sorti en 2018. Et on se dit que vous avez une voix qui est faite pour ça. Oh. Non, mais c'est la vrai. voix peut-être, mais l'oreille et je sais pas, le timbre, bof. Votre rapport au chant, non, il n'est pas serein. Mon rapport au chant, il n'a pas du tout été serein. Toute mon enfance, mon adolescence, enfin, il était inexistant. Ouais. Je chantais jamais parce que je j'ai pas d'oreille et je chante assez faux. Et puis très jeune, au cours de piano, il y avait des cours de chorale aussi, et très vite on m'a demandé de faire du playback au fond de la chorale. Mais après, j'ai apprivoisé ma voix, j'ai eu la chance de pouvoir la travailler, et notamment au théâtre. Depuis 15 ans, je la travaille. Et voilà, je l'apprécie plus, mais ça reste quelque chose de compliqué pour moi de chanter. Danse, théâtre, chant. Plongeons-nous maintenant dans votre filmo extrêmement éclectique. J'ai l'impression, en tout cas pour le versant dramatique, que vous creusez depuis quelques années ce que j'appellerais une veine sociale, mais à échelle humaine, à échelle individuelle. Chez Jeanne Herry, évidemment, dans L'Amour ouf aussi, dans une gamme un peu différente. C'est délibéré ou c'est purement la projection, le désir des réalisatrices, des réalisateurs ? C'est sans doute les deux. En tant qu'acteur, on fait toujours des choix, on fait un peu son marché dans ce qu'on nous propose. Et c'est vrai que... Mais j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Depuis le début, je pense à La vie rêvée des anges de Zonka ou à La faute à Voltaire de Keshish, par exemple. Il y a eu des films, des films sociaux, des films politiques, je dirais même. Et là, c'est à nouveau, ça a été à nouveau le cas. Alors, je sais pas, c'est peut-être à la fois une projection et un désir de ces metteurs en scène de me voir porter c'est pas des causes, mais ces ouvertures, je dirais, plus sur le monde, en fait. C'est comme ça que je vois ces films-là et ce dont ils traitent. Parce que si je ne m'abuse, vous tournez ou avez tourné Les Fossoyeurs d'après le livre de Victor Castanet qui dénonçait les maltraitances multiples dans les EHPAD privés Orpea. Oui, tout à fait. On reste sur une veine... Oui, parce que aussi, parce que notre vie et nos vies sont faites de ça.
Et je trouve que le cinéma, c'est une manière aussi... On a toutes ces informations en permanence qui nous viennent de ces journaux télévisés, de ces news en continu sur l'horreur absolue du monde dans lequel on vit, mais de manière, je trouve, souvent assez déshumanisée. C'est-à-dire que, voilà, il y a une terreur à propos de l'immigration, mais on parle pas et on n'imagine pas, ou peut-être on ne veut pas imaginer chaque personne derrière cette masse qui fait si peur. Et le cinéma nous permet de regarder plus précisément chaque destin, en fait. Oui, c'est ça que j'entendais par à échelle humaine. C'est-à-dire que on ne peut pas parler ni de film à thèse, mais à chaque fois, vous incarnez des personnages qui, par leur histoire perso, passent un message plus grand, en fait. Oui, parce que je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a un humain derrière... chaque personne, chaque situation, chaque condition, en fait. On parle de comédie dans un instant. Puisqu'on parle de comédie, je propose aussi qu'on écoute Quentin Dupieux sous son alias Oiseau. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Italo Disco par Oiseau alias Quentin Dupieux, c'est Sylvie. Et si je propose un titre de Quentin Dupieux, c'est que j'aimerais parler de comédie avec vous, Élodie Bouchez. On vous a vu dans des projets d'une extrême drôlerie, mais avec des univers très très marqués, souvent absurdes. Brice de Nice, Dupieux, Eric et Ramsey. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces mondes-là ? Je trouve que la comédie est un exercice très difficile, aussi bien pour les acteurs que qu'au niveau de l'écriture. Ce que j'ai aimé à chaque fois dans ces univers-là, c'est que ça dépassait la limite autorisée. Que c'était absurde, j'adore ça, bien sûr, mais aussi j'aime quand c'est limite, en fait. C'est pas qu'une question de provocation, je crois, mais oui, quand il y a un ton, un univers et que c'est décalé. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, comme spectatrice ? Ces univers-là, ces films-là. J'aime quand il y a du xème degré, quand il y a de la finesse dans l'humour, quand l'humour noir aussi peut me faire beaucoup rire. Est-ce qu'il y a des registres dont vous avez la sensation que vous n'avez pas encore eu l'occasion de les explorer, ou en tout cas pas comme vous en aviez envie ? On parlait tout à l'heure, vous n'avez pas eu tellement de gens contestables à incarner à l'écran. Est-ce que ça fait partie des fantasmes de comédienne ? Oui, sans doute. C'est vrai que ce serait intéressant pour moi. C'est pas ma zone de confort pour le coup, et ça serait intéressant pour moi de rencontrer un personnage qui me permette ça et de me faire aider dans ce sens. D'être une très mauvaise personne, pour une fois. Mais je mentionnais tout à l'heure dans l'intro votre apparition dans la série Alias. Bon, si mes souvenirs sont bons, c'était pas une femme très très fréquentable non plus. Mais franchement, je vous avoue que je sais même plus parce qu'on ne savait jamais tout au long des 8 mois de tournage, on ne savait jamais vers où allaient aller nos personnages. Et c'est vrai qu'au début, j'avais demandé, quand on m'avait présenté cette salle avec tous les auteurs, je leur avais demandé si j'étais un good guy ou un bad guy. Et ils m'avaient dit... We don't know. Voilà, on ne sait pas, on verra, on va voir. Ça doit être très étrange en même temps quand on a besoin de construire un personnage. Oui, on ne construit pas, justement. On tape. Alors, en l'occurrence, c'était un rôle assez physique. Oui, c'était physique. Et c'est vrai que ça leur plaisait. Et en tant que comédienne, c'est plaisant de jouer ça ? Oui, c'est rigolo. Je le ferai pas sur 5 ans d'affilée, hein, mais c'était chouette. J'ai un petit extrait de film sans aucun rapport avec votre filmo, quoique, à vous faire écouter. All Annie wants is a home. There's just one problem. You can have any orphan in the whole orphanage except Annie.
The story of how a little orphan girl, with the help of her friends, outsmarts the nasty Miss Hannigan and finds the family she's always dreamed of. Now you too can take Annie home today. Annie, on sale now from Columbia TriStar Home Video. Annie de John Huston en 1982, dont j'ai cru comprendre qu'il faisait partie de vos premiers souvenirs de cinéma. Oui. C'est vrai qu'on me demande souvent quelles étaient les actrices qui m'ont donné envie de faire ce métier ou qui m'ont fascinée. Ouais. Et en fait, j'en avais pas vraiment. Moi, j'étais fan de Louis de Funès et de Pierre Richard, dont je voyais les films à la télé. Mais c'est vrai que j'avais dans mon rêve déjà présent, enfant, de faire ce métier. Je rêvais beaucoup devant les acteurs, actrices, enfants. Et Annie, j'ai un très beau souvenir parce que c'est ma grand-mère qui m'avait emmenée au cinéma. Donc on était en banlieue, on avait fait tout un périple pour arriver, dans mon souvenir, sur les grands boulevards pour voir ce film merveilleux. Et voilà, il m'a beaucoup marqué. Pour clore cette interview, ou en tout cas avant de clore cette interview et de vous laisser la main et de faire la programmation de la demi-heure qui vient, dernier titre, il figure sur la bande originale de L'Amour Ouf, c'était l'occasion, The Cure, A Forest. Le score sur Radio Nova. Nova. The Cure sur Nova, A Forest, un titre qui figure sur la bande originale de L'Amour Ouf, le film qui vaudra peut-être un troisième César à Élodie Bouchez. Je croise les doigts. Élodie, avant de se quitter, il y a une autre tradition ici, une rafale de questions sur la musique. L'idée, c'est pas de réflexion pour vous et l'impossibilité pour moi de vous demander de commenter vos réponses. Est-ce que vous êtes prête ? Je sais pas si je suis prête, mais je suis... Mais on va y aller. Ouais, c'est ça, on ne recule pas. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre ? Un titre des Demoiselles de Rochefort. Très bien. Les Sœurs Jumelles. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence ? Ce serait un titre de Madonna. Holiday, par exemple. Très bien. Votre hit de karaoké ou de douche, si vous ne chantez pas publiquement ? De karaoké, ce serait Les mots bleus. Oui, Christophe ? Oui. Allez. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists ? Le coup de soleil. Richard Cochiante ? Oui. Oui, bien sûr, ça marche. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse ? Gloria Gaynor. I Will Survive, par exemple. Tout simplement. Le titre qui vous en fait immédiatement sortir ? Je sais pas, ça serait un truc du métal. Votre titre de comédie musicale préféré ? J'avoue que j'ai beaucoup écouté la BO de La La Land. Genre City of Stars ? Ah oui. Bah oui, évidemment. Le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours ? Ça serait celui de Billie Eilish, Bird of a Feather, à cause et grâce au théâtre. Et la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête ? J'avoue que j'ai pas envie d'y penser. Oui, sinon ça va rester et c'est collé. Voilà, donc j'ai pas, je bloque là. C'est très charitable de votre part parce que du coup ça évite la propagation. Voilà. Merci beaucoup Élodie Bouchez. Je rappelle que Dis-moi juste que tu m'aimes avec également Omar Sy, José Garcia, Vanessa Paradis, c'est dans les salles demain. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.